Amara, une jeune fille pauvre de Lagos, rêvait d'une vie de luxe et d'or. Elle voulait épouser un milliardaire, croyant que l'amour se mesurait à la richesse. Quand Inde Bello entra dans sa vie belle, puissant, dangereux, elle pensa que Dieu avait enfin entendu ses prières. Mais son rêve devint un cauchemar. Derrière les bijoux et les sourires se cachait un homme violent, froid et sans âme. Les coups remplacèrent les cadeaux. Les menaces effacèrent les promesses. Et quand elle découvrit les crimes qu'il cachait, sa vie ne fut plus qu'une course pour survivre. Dans sa fuite, elle perdit tout, même Grace, la femme qui donna sa vie pour la sauver. Blessée, enceinte, seule dans la nuit, Amara toucha le fond avant de renaître dans la lumière. Elle éleva son fils, Emeka, avec courage et dignité, refusant de se laisser définir par sa douleur. Des années plus tard, quand Inde fut arrêtée, elle ne se vengea pas, elle pria. Car le mal avait déjà perdu le jour où elle avait choisi la paix plutôt que la haine. Et quand son fils, devenu homme, lui offrit une maison en signe d'amour, Amara comprit enfin. Elle n'avait pas épousé un milliardaire, mais elle avait donné naissance à sa plus belle richesse, la liberté, la foi et l'amour pur. Une femme trahie, mais sauvée. Un rêve brisé, mais une âme réparée. Et une vérité éternelle. Ce qui brille attire, mais ce qui résiste, illumine. Le soleil se couchait lentement sur le quartier populaire d'Ashgunle. Dans les ruelles poussiéreuses, les enfants jouaient au ballon pieds nus, les femmes riaient autour des marmites fumantes de riz et de haricots, et la radio du voisin diffusait une vieille chanson de Flavour. Au fond d'une petite maison au toit de tôle, une jeune femme se tenait devant un miroir fêlé. C'était Amara. Une beauté rare, peau couleur miel, regard vif, silhouette élancée. Mais ce soir-là, son regard semblait loin, perdu dans un monde qu'elle rêvait d'atteindre. Elle passait sa main sur sa robe simple, soupira, puis ouvrit son vieux téléphone. Sur Instagram, elle faisait défiler les photos de jeunes femmes aux vies étincelantes. Des sacs Louis Vuitton, des vacances à Dubaï, des brunchs à Banana Island. « Dieu, quand viendra mon tour ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Sa mère, Maman Keshi, entra dans la pièce, essoufflée après une longue journée au marché. Elle posa son panier de légumes, s'essuya le front et lança d'un ton maternel. « Amara, encore sur ton téléphone ? Ce n'est pas avec ces photos que tu vas nourrir ta vie. » Amara se retourna, agacée. « Maman, regarde ces femmes. Elles ont tout ce que je désire. Une belle maison, des voitures, la gloire. Moi aussi je mérite ça. Je ne veux pas finir comme toi, à vendre des tomates sous le soleil. » Le silence tomba. Maman Keshi baissa les yeux, blessée. Puis elle répondit calmement. « Ma fille, ce que tu vois sur ces écrans n'est pas toujours la vérité. Certaines de ces femmes vendent leur âme pour ce luxe. Ne poursuis pas ce qui brille, poursuis ce qui dure. » Amara détourna le regard, les larmes aux yeux. Mais dans son cœur, la graine du rêve était déjà plantée, un rêve doré, dangereux, irrésistible. Le lendemain, elle marcha jusqu'à la grande route, un petit sac à la main. Son amie Chioma, toujours joyeuse, la rejoignit. « Amara, tu sais quoi ? Ce soir, il y a une fête à Victoria Island. Des hommes riches, des politiciens, des stars. On peut y entrer si on s'habille bien. » Amara sentit son cœur bondir. C'était l'occasion qu'elle attendait. Elle répondit avec un sourire plein d'assurance. « Ce soir, Chioma, ma vie changera. Je le sens. » Toute la journée, elle emprunta une robe à une voisine, se maquilla avec soin, attacha ses cheveux en chignon, et se regarda une dernière fois dans le miroir. Pour la première fois, elle ne se voyait plus comme la fille pauvre d'Ashgunle. Elle se voyait comme une future reine. Au loin, le ciel de Lagos s'illuminait déjà de mille feux. Les voitures de luxe défilaient sur la route menant à Victoria Island. Amara prit une grande inspiration. « Ce soir, le monde va savoir qui je suis. » Et sans savoir qu'elle marchait vers le plus beau rêve et le plus cruel piège de sa vie, elle quitta son quartier, les yeux remplis d'étoiles. La nuit tombait sur Victoria Island, et Lagos vibrait comme une reine habillée de lumière. Les klaxons se mêlaient à la musique des clubs, les parfums de champagne flottaient dans l'air chaud, et devant le somptueux hôtel Eco Signature, des voitures de luxe alignaient leurs carrosseries étincelantes. Au milieu de ce monde qu'elle n'avait connu qu'à travers son écran, Amara descendit d'un taxi fatigué, les talons tremblants, la robe empruntée épousant sa silhouette avec grâce. Elle resta un instant figée, impressionnée par la grandeur du lieu, les lustres de cristal, les hommes en costume, les femmes au sourire glacé et aux bijoux trop lourds pour être sincères. À ses côtés,
Chioma la poussa doucement. Ma sœur, garde la tête haute. Ce soir, on n'est pas des filles d'Ashguinl. Ce soir, on est des reines. Amara esquissa un sourire. Mais au fond, son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende. À l'intérieur du grand hall, un homme attira tous les regards. Grand, élégant, vêtu d'un costume blanc parfaitement taillé, il avançait entouré de gardes discrets. Les femmes chuchotaient, les hommes s'inclinaient. C'était Tinde Bello, le plus jeune PDG d'une société pétrolière du pays, héritier d'une fortune colossale. Il s'assit dans un coin réservé, un verre de vin à la main, son regard froid et confiant dominant la salle. Amara ne pouvait détacher ses yeux de lui. Elle murmura à Chioma. « Regarde-le, c'est lui. C'est l'homme de ma vie. » Chioma éclata de rire. « Toi aussi, tu rêves trop haut. Ce genre d'homme ne regarde même pas notre direction. » Mais le destin, ce soir-là, avait d'autres plans. Alors qu'Amara se dirigeait vers le buffet, un serveur trébucha et renversa son plateau sur sa robe. Le bruit attira les regards. Elle devint rouge de honte. Les rires étouffés autour d'elle la piquèrent au cœur. Mais soudain, une voix grave retentit derrière elle. « Hey, laissez-la tranquille !» Amara se retourna. C'était Tinde Bello lui-même. Il s'approcha, sortit son mouchoir en soie et le lui tendit avec un sourire tranquille. « Ça va aller, mademoiselle. » Amara, tremblante, ne put que hocher la tête. « Je suis désolée, monsieur. » Il rit doucement. « Désolé de quoi ? Les accidents arrivent. Mais je dois avouer que même avec cette tâche, vous restez la plus belle femme de la salle. » Elle sentit ses jambes faiblir. Le milliardaire venait de la remarquer. La soirée se poursuivit, et contre toute attente, Tinde resta près d'elle. Ils parlèrent longuement de Lagos, de ses rêves, de la vie. Il fut charmé par sa sincérité, elle, éblouie par son assurance. Avant de partir, il lui remit sa carte personnelle. « Appelle-moi demain. J'aimerais te revoir, loin de ce vacarme. » Amara resta figée, la carte serrée contre sa poitrine. Son cœur battait à 1000 à l'heure. Chioma la rejoignit, bouche bée. « Amara, tu réalises ce qui vient de se passer ? C'est Tinde Bello, l'homme que toutes les femmes de Lagos poursuivent. » Amara, un sourire timide aux lèvres, répondit. « Peut-être que c'est enfin mon tour. Peut-être que Dieu n'a pas oublié ma prière. » Cette nuit-là, allongée dans son petit lit à Ashguinl, elle ferma les yeux en revivant chaque instant. Le rire de Tinde, son parfum, son regard. Elle imaginait déjà sa vie changer. Des voyages, des robes, une maison sur l'île, peut-être même un mariage. Mais dans l'ombre, une phrase de sa mère résonnait encore doucement. « Ma fille, ce qui brille n'est pas toujours de l'or. » Amara l'ignora. Pour elle, la vie venait enfin de lui sourire. Mais ce sourire cachait déjà une morsure. 2 mois avaient passé depuis la fameuse soirée. Amara vivait désormais un rêve éveillé. Chaque matin, un chauffeur venait la chercher dans une Mercedes noire. Elle déjeunait dans des restaurants où le prix d'un café équivalait à une semaine de salaire de sa mère. Les bijoux, les vêtements, les parfums. Tinde ne lui refusait rien. Il l'appelait My Queen, et elle, pleine d'adoration, l'appelait My King. Mais derrière ce conte de fées, quelque chose clochait. Quelque chose d'invisible, mais lourd, comme une ombre qu'on ne veut pas regarder en face. Une nuit, alors qu'il dînait sur la terrasse d'un hôtel 5 étoiles, Amara tenta de poser une question innocente. « Tinde, tu ne parles jamais de ta famille, tu n'as personne. » Il posa lentement son verre, la fixa d'un regard dur. Certaines choses du passé ne méritent pas d'être racontées. Le ton avait changé. Elle sentit une distance glaciale, un mur invisible. Mais lorsqu'il lui offrit, quelques minutes plus tard, une montre en or, il retrouva aussitôt son sourire charmeur. « Mon amour, ne gâchons pas la soirée avec des sujets tristes. Bois à notre avenir. » Amara, troublée, força un sourire. Mais cette nuit-là, dans son sommeil, elle rêva d'un visage inconnu qui criait son nom dans le noir. Les semaines suivantes, elle emménagea dans la villa de Tinde, à Banana Island, un palais au bord de l'eau. Des murs de verre, un jardin suspendu, une piscine infinie. Tout semblait parfait, trop parfait. Mais à chaque fois qu'elle entrait dans certaines pièces, les employés baissaient les yeux. Et chaque fois qu'elle voulait sortir seule, le garde du portail disait « Madame, Bello ne veut pas que vous sortiez sans chauffeur. » Petit à petit, le rêve devint une cage dorée.
Un soir, alors que Tinde était en voyage d'affaires à Abuja, Amara se sentit seule et curieuse. Elle monta au dernier étage de la villa, là où il lui interdisait d'entrer. La porte du bureau était entr'ouverte. Sur le bureau, un ordinateur portable, une clé USB dorée, et une pile de documents. Elle hésita, puis prit la clé. Curiosité féminine ou pressentiment du danger? Elle ne saurait le dire. Quand elle la brancha sur son ordinateur, les fichiers révélèrent un cauchemar. Des vidéos de réunions clandestines, des noms codés, des comptes en Suisse. Et surtout, des photos. Des visages de femmes. Certaines étaient rayées de rouge, d'autres marquées « Terminé ». Amara sentit son sang se glacer. Elle porta la main à sa bouche pour ne pas crier. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Tinde était là. Il n'était pas censé rentrer avant demain, mais il se tenait devant elle, le regard noir, la mâchoire crispée. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je voulais juste. »« Tu voulais quoi, Amara ?»« Fouiller dans mes affaires. » Il s'approcha lentement, la clé USB toujours dans sa main tremblante. Il lui arracha brutalement des doigts, la jeta contre le mur. Le verre se brisa. Elle recula, terrifiée. « Écoute-moi bien, Amara. Il y a des choses que tu ne comprendras jamais. Et si tu veux rester dans ma vie, tu ne poses plus jamais de questions. » Elle hocha la tête, le cœur battant, les larmes aux yeux. Il s'éloigna, laissant derrière lui un silence plus effrayant que ses cris. Cette nuit-là, Amara pleura longtemps. Elle pensa à sa mère, à ses conseils, à tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Elle voulut partir, mais où? Sans argent, sans amis, et désormais surveillée, elle était piégée. À l'aube, elle se regarda dans le miroir. Ses yeux gonflés, sa robe froissée, sa peau froide. Elle murmura. « Je voulais être une reine, mais je suis devenue une prisonnière. » Et pendant qu'elle fixait son reflet brisé, au rez-de-chaussée, Tinde parlait au téléphone. Oui, qu'on garde un œil sur elle. Elle sait trop de choses maintenant. La voix de l'homme qui répondit était glaciale. Compris, patron. Si elle devient un problème, on s'en occupe. Les jours qui suivirent furent un mélange de silence et de peur. La villa, autrefois pleine de musique et de rire, devint une tombe dorée. Amara marchait sur la pointe des pieds, craignant la moindre ombre. Même les domestiques évitaient son regard, comme s'ils savaient qu'elle portait un secret qu'il valait mieux ignorer. Chaque soir, Tinde Bello rentrait tard. Parfois ivre, parfois furieux, parfois simplement froid. Il ne l'appelait plus My Queen. Il disait seulement « Sers-moi à manger. Éteins la lumière. Ne parle pas. » Elle obéissait. Le moindre mot semblait une provocation. Le moindre souffle pouvait déclencher sa colère. Un soir, alors qu'elle rangeait la table du dîner, il jeta son téléphone sur la table. Sur l'écran, un message d'un ancien ami d'Amara s'affichait. « Je te cherche depuis des semaines. Où es-tu passé ?» Tinde la regarda, son visage figé. « C'est qui, ça ?»« Un ami, de mon quartier. Rien de plus. Rien de plus. » Il se leva lentement, approcha, et sans prévenir, la gifla violemment. Le son du choc résonna dans toute la pièce. « Tu crois que je suis idiot? Tu parles à d'autres hommes derrière mon dos. » Amara tomba à genoux, la main sur la joue, tremblante. « Non, je te jure, Tinde, c'est juste un message. » Mais il n'écoutait plus. Il attrapa son bras, la poussa contre le mur, son regard noir rempli d'une rage qu'elle ne reconnaissait plus. « Tu m'appartiens, Amara. Tu m'entends? Sans moi, tu n'es rien. » Puis il quitta la pièce, laissant derrière lui le silence et la peur. Amara s'effondra, les larmes coulant sur le sol de marbre froid. Les jours devinrent des semaines. Les coups, les cris, les excuses fausses se succédèrent. Après chaque violence, Tinde revenait avec des cadeaux, un collier, une voiture, un voyage, comme si le luxe pouvait effacer les blessures. Mais chaque bijou lui brûlait la peau. Chaque robe lui rappelait sa prison. Un matin, elle sentit une fatigue étrange. Des vertiges, des nausées, une douleur sourde au ventre. Elle fit un test. Le résultat tomba comme un éclair. Elle était enceinte. Elle resta assise des heures, la feuille à la main, le cœur battant. Un enfant. Un enfant né de l'amour ou de la peur. Elle hésitait entre joie et panique. Le soir venu, elle décida d'en parler à Tinde. Il était dans son bureau, un cigare à la main.
Tinde, je dois te dire quelque chose. Je suis enceinte. Un long silence. Puis un rire, amer, dur. Enceinte? De moi? Oui, de toi. C'est une bénédiction, non? Il écrasa son cigare, se leva brusquement. Non, Amara. Ce n'est pas une bénédiction. Cet enfant ne doit pas exister. Elle recula, horrifiée. Quoi? Comment peux-tu dire ça? C'est ton sang. Tu ne comprends rien. Ce monde dans lequel je vis n'est pas fait pour les faibles. Un enfant, c'est une faiblesse. Et moi, je ne peux pas me permettre d'en avoir une. Elle éclata en sanglots. Tu n'as pas le droit. C'est mon enfant. Il la saisit par le bras, la plaqua contre le mur. Tu feras ce que je dis, Amara. Sinon, tu le regretteras. Ses yeux brillaient d'une colère démoniaque. Puis il la relâcha, la laissant tomber à terre. Cette nuit-là, Amara comprit qu'elle devait fuir. Pas demain. Pas bientôt. Maintenant. Dans la chambre de service, elle retrouva Grace, une domestique d'une quarantaine d'années, discrète mais compatissante. Les larmes aux yeux, Amara la supplia. Grace, aide-moi, je t'en prie. Il veut me faire du mal. Je dois partir d'ici. Grace la regarda, hésitante, puis prit ses mains. Je t'aiderai, ma fille. Mais promets-moi une chose, ne reviens jamais ici. Même s'il te supplie. Même s'il pleure. Ces hommes ne changent pas. Amara hocha la tête. Son cœur battait à toute allure, mais une flamme nouvelle brûlait dans ses yeux, celle d'une femme qui refuse de mourir sans se battre. Et pendant qu'elle préparait un petit sac de fortune, elle posa une main sur son ventre. Mon enfant, je ne te laisserai pas naître dans la peur. On va s'en sortir. Même si je dois tout perdre. Le tonnerre gronda dehors. Une pluie battante s'abattit sur la gosse. C'était la nuit où son destin allait basculer à jamais. La pluie tombait drue sur les toits de la gosse. Des éclairs fendaient le ciel tandis que le tonnerre grondait au loin. Cette nuit-là, la ville ne dormait pas, et Amara non plus. Elle avait attendu des semaines ce moment, la liberté ou la mort. Elle se tenait dans le couloir sombre de la villa, son petit sac serré contre elle, son cœur battant à s'en rompre. Grace, la domestique fidèle, l'attendait près de la porte arrière. La pluie ruisselait sur ses épaules, mais son regard était ferme. « Vite, ma fille. Il ne faut pas perdre de temps. Le garde de nuit vient de s'assoupir. » Amara hésita une seconde, jeta un dernier regard vers les escaliers. Tout en haut, dans sa chambre, Tinde Bello dormait profondément, du moins, elle l'espérait. Puis elle murmura « Que Dieu me pardonne !» Et elle s'élança. Elles coururent sous la pluie battante, leurs pas glissant sur le sol boueux. Grace avait préparé une vieille moto, cachée derrière le portail du jardin. Elles la poussèrent silencieusement, avant qu'Amara ne monte à l'arrière. « Tiens-toi fort, Amara. On va d'abord chez ma sœur à Yaba. Elle t'aidera à quitter la ville demain. » Mais à peine avait-elle pris la route qu'un grondement se fit entendre derrière elle. Une voiture noire surgit, phares allumés, klaxons hurlants. Le garde les avait vus. « Ils nous ont repérés !» cria Grace. Amara se retourna. Deux silhouettes armées sortaient déjà de la villa. Leurs cris se mêlaient à la pluie et au rugissement du moteur. Elles roulèrent à toute vitesse dans les ruelles inondées. L'eau fouettait leurs visages, les pneus patinaient sur l'asphalte glissant. Amara serrait son ventre, retenant ses sanglots. « Seigneur, sauve mon enfant !» Mais la voiture se rapprochait. Un coup de feu claqua. Le pneu arrière éclata. La moto dérapa brutalement, les projetant toutes deux sur la chaussée. Le choc fut violent. Amara roula plusieurs mètres avant de s'écraser contre un mur. Le monde devint flou. Le goût du sang emplissait sa bouche. Quand elle ouvrit les yeux, elle aperçut Grace, étendue sur le sol, immobile. La pluie tombait sur son visage sans qu'elle ne bouge. Amara tenta de ramper vers elle, hurlant faiblement. « Grace! Grace, réveille-toi! On doit partir !» Mais Grace ne répondait plus. Ses yeux ouverts fixaient le ciel, comme une étoile éteinte. Amara sentit une douleur déchirer sa poitrine. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit. Alors, elle fit ce que Grace lui avait dit. Elle courut. Boitant, le corps couvert de sang et de boue, elle traversa les ruelles désertes jusqu'à une vieille église abandonnée. Elle entra, trébucha sur les marches, et s'écroula devant l'autel. « Seigneur,
S'il te plaît, sauve-moi, sauve mon enfant. » Ses mains tremblaient, son souffle devenait court. Elle sentit une chaleur étrange couler entre ses jambes, le sang. Puis tout devint noir. Quand elle rouvrit les yeux, la lumière était douce et blanche. Elle se trouvait dans une petite chambre, entourée de femmes vêtues de voile. Des sœurs catholiques. Une voix douce murmura. « Gloire à Dieu, tu t'es réveillée. Tu es en sécurité, ma fille. » Amara, confuse, porta la main à son ventre. « Mon bébé. » La sœur sourit doucement. « Ton enfant va bien. C'est un miracle. Tu as beaucoup perdu de sang, mais il s'est accroché à la vie. Tout comme toi. » Amara éclata en sanglots, serrant ses mains contre son cœur. « Merci, Seigneur, merci pour cette deuxième chance. » Pendant plusieurs semaines, elle resta au couvent, soignée, nourrie, écoutée. Chaque jour, elle priait pour Grace, cette femme qui avait donné sa vie pour lui sauver la sienne. Et chaque soir, elle caressait son ventre arrondi, parlant à son bébé comme à un ange. « Tu es ma lumière, mon trésor. Tout ce que j'ai perdu, je le reconstruirai à travers toi. » Au loin, dans les journaux, on annonçait un avis de recherche. Tinde Bello, homme d'affaires influent, accusé de disparition et blanchiment d'argent. Mais Amara ne regardait plus la télévision. Elle voulait seulement vivre. Libre. Cette nuit-là, assise devant la petite fenêtre du couvent, elle murmura. « Grace, tu m'as sauvée. Mon fils portera ton nom, pour que ton courage ne meure jamais. » Et dehors, le vent se leva doucement, comme une réponse du ciel. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit d'orage. La pluie qui avait balayé Lagos ce soir-là semblait avoir emporté avec elle l'ancienne vie d'Amara. Désormais, elle vivait dans un petit quartier de Balogun, près du marché central. Sa maison était simple, à peine 3 pièces, mais remplie de rires, ceux de son fils, Emeka. Le garçon, âgé de 2 ans, courait pieds nus dans la cour poussiéreuse, un morceau de pain à la main. Il ressemblait à Tinde par les traits, mais il avait les yeux de sa mère, des yeux qui portaient la force d'avoir survécu à la tempête. Amara, assise sur un tabouret en bois, cousait des vêtements pour ses clientes. Ses doigts agiles travaillaient vite, mais son regard restait doux et lointain. Elle se souvenait souvent de Grace, de cette nuit, du sang, de la fuite. Mais chaque fois que la douleur menaçait de remonter, elle regardait Emeka et le monde redevenait supportable. Chaque matin, elle ouvrait sa petite boutique au marché. Les cris des vendeuses, les klaxons, la sueur, les odeurs d'épices et de poissons. C'était chaotique, bruyant, vivant. Mais au milieu de ce tumulte, Amara avait retrouvé une chose qu'elle croyait perdue, la paix. Les clients l'aimaient. Les femmes disaient souvent « Cette couturière, Dieu la bénit. On voit la lumière dans ses yeux. » Mais personne ne connaissait son passé. Personne ne savait que derrière ce sourire calme se cachait une femme qui avait frôlé la mort. Un jour, alors qu'elle travaillait, une cliente entra précipitamment, tenant son téléphone. « Amara, tu as vu les nouvelles ? » « Non, que se passe-t-il » La femme lui tendit l'écran. Sur la une du journal. Le milliardaire Tinde Bello arrêté pour trafic d'êtres humains et blanchiment d'argent. Amara resta figée. Les lettres semblaient brûler sous ses yeux. Une photo de Tinde menottée, entourée de policiers, apparaissait à l'écran. Son regard, autrefois plein d'arrogance, semblait désormais vide, brisé. Un tremblement parcourut tout son corps. Elle posa lentement l'aiguille, ferma les yeux et laissa couler les larmes qu'elle retenait depuis trop longtemps. « Seigneur, justice a été faite. » Les femmes du marché s'approchèrent, intriguées. Mais Amara ne dit rien. Elle se leva, essuya ses larmes et sourit doucement. « C'est fini maintenant. Le passé est mort. » Ce soir-là, à la maison, elle serra Emeka dans ses bras. Il la regarda, innocent, et demanda « Maman, pourquoi tu pleures ?» Elle lui caressa les cheveux. « Parce que je suis heureuse, mon fils. Heureuse d'être encore là pour te voir grandir. » Puis elle ajouta à voix basse, les yeux vers le ciel. « Grace, ton sacrifice n'a pas été vain. » Les années passèrent. Amara économisa chaque franc qu'elle gagnait, jusqu'à pouvoir inscrire Emeka à l'école. Elle lui apprit la dignité, la prière, le respect. Elle refusait de se définir par sa douleur. Au lieu de cela, elle en fit sa force. Et chaque dimanche, elle allait à l'église, portant une robe qu'elle avait elle-même cousue. Elle s'asseyait au dernier banc, les mains jointes, le regard paisible.
Les fidèles disaient souvent: cette femme, on dirait qu'elle a connu le feu, mais qu'il ne l'a pas brûlée. Ils avaient raison. Amara avait été brisée, mais pas détruite. Elle avait connu la violence, mais avait choisi la vie. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Baloguin, Emeka s'assit près d'elle. « Maman, quand je serai grand, je serai ingénieur. Je construirai une maison pour toi, plus grande que celle du président. » Amara éclata de rire. « Vraiment? Tu veux me gâter comme ça? » « Oui. Parce que tu es la meilleure maman du monde. » Elle le serra fort dans ses bras, le cœur gonflé d'amour. « Mon fils, tout ce que je voulais être, c'est libre. Et grâce à toi, je le suis enfin. » Cette nuit-là, elle rêva de Grèce. La domestique se tenait dans un champ de lumière, souriante. Elle lui dit simplement: « Tu as tenu ta promesse, ma fille. Vis maintenant. » Amara se réveilla en larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de paix. Elle regarda son fils dormir, la main posée sur son cœur. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit légère, libre, vivante. Les années s'étaient écoulées, comme un long fleuve après la tempête. Amara n'était plus la jeune fille naïve d'Ashgunl ni la femme brisée de Banana Island. C'était désormais une mère forte, respectée, debout malgré toutes les chutes. Son fils, Emeka, avait grandi. Un jeune homme intelligent, travailleur, au regard fier et au cœur tendre. Grâce à des années de sacrifices, d'économie et de prière, il avait obtenu une bourse pour étudier l'ingénierie à l'université de Lagos. Quand il revint diplômé, vêtu de sa toge noire, Amara pleura comme une enfant. Les tambours du quartier résonnaient, les voisines dansaient, les enfants chantaient. Fils d'Amara, l'honneur du marché. Fils d'Amara, lumière de Baloguin. Ce jour-là, elle sut que tout ce qu'elle avait enduré n'avait pas été en vain. Quelques mois plus tard, Emeka vint la chercher un matin. « Maman, habille-toi bien. J'ai une surprise pour toi. »« Une surprise? Tu veux encore me faire pleurer, hein ?» rit-elle. Il lui banda les yeux et la fit monter dans une voiture. Quand ils s'arrêtèrent, il la guida jusqu'à une grande porte en bois. Puis, d'une voix tremblante d'émotion, il dit: « Maintenant, ouvre les yeux. » Amara ôta le bandeau. Devant elle, se dressait une belle maison, peinte de blanc et d'or, entourée d'un petit jardin fleuri. Elle resta sans voix. « Emeka, c'est pour qui cette maison? »« Pour toi, maman. Pour la reine de ma vie. Tu m'as tout donné sans rien avoir. Maintenant, c'est à mon tour de te donner le repos que tu mérites. » Les larmes d'Amara coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. Elle tomba à genoux, remerciant Dieu à voix haute. « Seigneur, tu es fidèle. Même quand le monde me piétinait, tu préparais ce jour. » Emeka la releva doucement, essuyant ses larmes. « Maman, tu m'as appris que la vraie richesse, ce n'est pas l'or ni les voitures, c'est d'avoir un cœur pur et de ne jamais cesser de croire. » Les années suivantes furent paisibles. Amara passait ses journées à coudre sous le grand manguier du jardin, entourée d'enfants du voisinage qui venaient écouter ses histoires. Elle leur parlait souvent de la patience, de la foi, du courage. Mais jamais elle ne prononçait le nom de Tinde Bello. Le passé n'était plus une blessure, c'était une leçon gravée dans sa peau. Un dimanche après-midi, alors qu'elle regardait Emeka partir au travail dans sa voiture, elle ferma les yeux et murmura: « J'ai voulu être riche, et Dieu m'a rendu riche, mais pas comme je l'imaginais. » Son cœur était plein. Plein d'amour, de gratitude, de paix. Ce soir-là, elle s'assit sur le balcon, le regard perdu dans le ciel couleur feu. Elle sourit en voyant la première étoile apparaître. C'était, croyait-elle, Grèce, sa protectrice, son ange. Elle murmura: « Repose en paix, ma sœur. Regarde ce que ton sacrifice a semé. » Une brise légère caressa son visage, comme une réponse venue du ciel. Puis elle ferma les yeux, apaisée, le cœur léger, la tête pleine de souvenirs doux. Et ainsi, celle qui rêvait jadis d'épouser un milliardaire comprit enfin la vérité. La richesse n'est pas dans les bijoux qu'on porte, mais dans les cicatrices qu'on transforme en lumière. La gloire n'est pas dans les regards qu'on attire, mais dans la paix qu'on trouve quand on cesse de courir. Amara, la fille d'Ashgunl, devint un symbole dans son quartier. Une femme qui avait connu la douleur, la honte, la trahison, mais qui avait triomphé par la foi et l'amour. Sur le mur de sa nouvelle maison, Emeka fit graver une phrase que sa mère répétait souvent. « Ce qui brille attire le regard, mais ce qui résiste illumine la vie. »
Et chaque personne qui passait devant cette maison murmurait avec admiration. Voilà la demeure d'Amara, la femme que Dieu n'a jamais oubliée. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.